C'est l'heure du second débat de ce sens public. Un zoom sur les enjeux des élections municipales. Vous savez que jusqu'au 15 et 22 mars, on va vous proposer régulièrement chaque semaine des zooms, soit thématiques, soit sur les principaux partis. On avait commencé par le Rassemblement national. La stratégie des Républicains, peuvent-ils conquérir Paris, Lyon, Marseille? Vont-ils subir la concurrence du RN justement dans les campagnes, dans les villes moyennes? La perspective d'une union des droites, qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur du parti? Avant de répondre à toutes ces questions, illustration, on va à Bourg-en-Bresse. Le candidat zémouriste est soutenu par des élus LR. Dans l'un, reportage signé Jérôme Rabier. Benoît de Boisson n'en est pas à sa première campagne. Candidat malheureux aux législatives en 2022, sous l'étiquette Reconquête, il vise cette fois la mairie de Bourg-en-Bresse. Pour le bien de la ville et de ses habitants, on fait une réunion publique le mardi là. Cet avocat, qui siège au Conseil national du parti d'Éric Zemmour, est cette fois à la tête d'une liste où figurent des élus LR locaux, dont le vice-président du département. L'union de la droite. Ah oui, l'union de la droite. Il est grand temps. Ah bah bien sûr, c'est pour ça qu'on le fait. Ouais. Voilà, pour le bien de la ville. Au niveau national, LR ne soutient pas officiellement sa liste, mais ne présentera pas de candidat. Une première dans la ville-préfecture du département. Chacun peut venir avec son bagage personnel, mais en revanche, on s'oppose à ce que ces étiquettes soient des facteurs de division. Donc on les laissera de côté pour la liste, on ne sollicite pas d'investiture, on ne sollicite même pas de soutien, mais on laisse effectivement ceux qui veulent nous soutenir s'ils le souhaitent. Son souhait d'unir toute la droite et l'extrême droite locale se heurte cependant au choix du RN de partir seul en campagne, une liste menée par le député local Jérôme Buisson. Pour compléter le tableau, un autre ancien LR, Christophe Coquelet, est aussi en campagne. On parle de l'insécurité, de l'écologie punitive, les commerces et le désert médical. On met ça là-dessus. Désormais encarté chez Horizon, Christophe Coquelet déplore le choix de ses anciens camarades. C'est triste, parce que ce n'est pas les valeurs des LR. Moi, je me rappelle de ces valeurs LR, des valeurs gaullistes, et je connais des LR qui ont ces valeurs-là, et qui sont restés LR. Fidèles à ça. Et là, ce ne sont pas des valeurs gaullistes. On voit bien que Zemmour, c'est plutôt des valeurs de Pétain. Donc c'est tout ce que je combats. Je trouve ça très triste en fait. Toutes ces listes, du centre à l'extrême droite, rêvent de détrôner le maire socialiste de la ville, Jean-François Debat, élu puis réélu depuis 2008 et à chaque fois dès le premier tour, et qui a réussi à faire l'union à gauche. Le maire déplore ce qu'il considère comme une dérive de la droite locale. Et dans la région de Laurent Wauquiez, c'est presque la logique de la dérive politique de ce mouvement qui, à force de coller aux thématiques de l'extrême droite, finit par ne plus voir de problème à ce que les héritiers du général de Gaulle soient devenus les porteurs de valises des héritiers du maréchal Pétain. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une union des droites, c'est une union de la droite derrière l'extrême droite. Après 18 ans de mandat, il est attaqué par ses adversaires sur les thématiques de l'insécurité, du logement ou encore sur des aménagements cyclables présents en grand nombre dans la ville. Ce jour-là, c'est dans un club senior qu'il passe une partie de l'après-midi. Je lutterai toujours contre ces logiques de fracturation, d'opposition des gens les uns aux autres qui sont la marque de fabrique des extrêmes. C'est aussi comme ça que je vois ce terme un peu théorique parfois de cohésion sociale. Donc c'est ce à quoi je vais m'attacher pendant ces mois de campagne. Dans la préfecture de l'Ain, seule une liste lutte ouvrière concurrencera le maire sortant sur sa gauche. L'union sera donc bien plus large dans son camp, de quoi aborder sereinement l'échéance électorale. Et on se demande si le parti LR, si les Républicains vont résister à cette tentation de l'union des droites lors de ces élections municipales avec Claire Conruit. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes journaliste politique au Figaro et chargé du suivi de la droite. Jean Garrigue, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Vous publiez Les avocats de la République, ceux qui l'ont construite, ceux qui la défendent. C'est chez Odile Jacob. Gaël Sliman, bonsoir et bienvenue. Vous êtes président et cofondateur de Doxa. Vous nous livrez chaque mois le baromètre Odoxa, Mascaret pour la presse quotidienne régionale et Public Sénat. Et une grande partie du baromètre de ce mois-ci porte justement sur les partis politiques, ceux qui sortent vainqueurs ou pas de la séquence budgétaire. On va simplifier et ça va vraiment bien nourrir nos débats. Peut-être on peut parler d'objectifs pour commencer, Claire Conruit. Est-ce qu'il y a un objectif affiché par le président de LR, Bruno Retailleau, pour ces municipales? Il y avait un objectif fort optimiste au vu des tendances qui se
dessine aujourd'hui. Bruno Retailleau parlait de grandes vagues bleues. Enfin, peut-être pas de grandes, mais d'une vague bleue. Je me rends compte que je n'ai pas présenté Michael Darmon, qui est toujours éditorialiste pour Sens Public. Parce que comme vous êtes là depuis le début de l'émission, désolé, Michael. Allez-y. Et désolé de vous interrompre. Je fais une erreur pour en solutionner une autre. Mais allez-y, je vous laisse continuer. Oui, et donc c'est vrai qu'à mesure qu'on se rapproche du scrutin, on sent que chez les Républicains, ça tire un peu la langue, ne serait-ce que parmi les objectifs. On va sans doute revenir dans le détail, mais les grandes villes, je pense à Paris, Marseille ou encore Lyon. À Paris, il y a une forme de fébrilité chez Rachida Dati avec une Sarah Knafo qui mord un peu plus donc durement la candidate reconquête, donc zémoïste. Exactement. Ouais. À Marseille, c'est très compliqué. On se résout de plus en plus à droite à accepter que ça va être sans doute la gauche. Et à Lyon, si c'est M. Aulas qui gagne, ça sera compliqué de revendiquer une victoire. Sans doute la revendiqueront-ils, mais ce ne sera pas une victoire chimiquement pure LR. On l'écoutera tout à l'heure. Jean-Michel Aulas a lancé sa campagne avec Laurent Wauquiez, mais en disant « je suis un candidat sans étiquette ». Voilà, soutenu par Renaissance, donc c'est plus le candidat du bloc central, on peut l'appeler comme on veut. Donc les victoires symboliques et les victoires en soi, LR se prépare à ne pas trop être optimiste. Alors on répète normalement, quand on approche d'élections municipales, c'est un scrutin, ce sont des scrutins, une multiplication de scrutins locaux, très difficile d'en tirer une leçon nationale. Ce sera sans doute encore vrai, Jean Garrigue, mais il y a peut-être un peu de la recomposition là, de l'échiquier politique à droite qui va se jouer quand même. Oui, c'est vrai, parce qu'on examine aussi très souvent les villes de plus de 30 000 habitants. C'est un test, les villes de 30 000 habitants. On considère qu'il y a échec lorsque le parti au pouvoir en perd beaucoup, et succès lorsqu'on en gagne. Et il faut savoir quand même que dans les villes de plus de 30 000 habitants, les LR, qui ne représentent que à peu près 10% des députés, ils ont un tiers des villes de plus de 30 000 habitants. C'est une force. Comme ils ont d'ailleurs un tiers des présidences de conseils départementaux. L'implantation locale, territoriale, elle est très forte. Oui. Et d'ailleurs, l'illustration, c'est ici au Sénat, avec une majorité LR et centriste. LR. Donc ça veut dire que l'enjeu il est particulièrement fort pour les LR. Et alors, il est d'autant plus fort qu'il se passe quand même un phénomène dont on mesure l'intensité depuis quelques années, qui est la montée en puissance du Rassemblement national. Et la volonté du Rassemblement national, justement, de s'implanter dans les territoires, ce qui fait qu'il y a certainement, et même à coup sûr, on va avoir des triangulaires, des quadrangulaires, et des endroits où, précisément, le RN sera en position de faire chuter les Républicains. Alors Gaël, on s'appuie sur une des premières leçons de notre baromètre. Vous avez posé la question sur cette séquence politique, budget, 49.3, etc. La question, c'est: diriez-vous que les acteurs politiques suivants sortent renforcés de la séquence politique? Ça ne profite pas à LR, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même un doux euphémisme, parce que, en fait, quand on demande aux Français si chacun des principaux acteurs, donc partis politiques, et puis le Premier ministre Sébastien Lecornu sort renforcé, affaibli, ou ni renforcé ni affaibli, parce que c'est ça la question posée, c'est trois positions. On se rend compte que la part de Français qui nous disent que LR sort renforcé est extraordinairement faible. On n'a que 8% de nos concitoyens qui le pensent. La majorité pense que LR sort affaibli par cette séquence, 51%. Et les autres nous disent que ça ne change pas grand-chose, ils ne sont ni renforcés ni affaiblis. LR, de tous les acteurs testés, est celui qui est perçu comme ressortant le plus affaibli par cette séquence, même si personne n'est vraiment gagnant. J'ai envie de dire, à part, une fois de plus, comme souvent ces derniers temps, dans la perception publique, le Rassemblement national, où on a quasiment autant de Français qui pensent que le RN sort renforcé plutôt qu'affaibli de la séquence. Sinon, que ce soit pour le PS, pour le chef du gouvernement, pour tout le monde, on est affaibli, mais les plus affaiblis, eh bien, ce sont les LR. Pourquoi ? Là, on avait réalisé un sondage justement avec le Figaro la semaine dernière sur le sujet. Parce que les Français nous disent, ils étaient eux-mêmes dans une position, dans une posture de pensée complexe, comme dirait Emmanuel Macron, en se disant c'est un mauvais budget selon nos concitoyens, mais bon, là, il faut quand même le voter parce qu'on en a assez de cette instabilité politique. Donc les Français étaient sur une position complexe, mais celle de LR est encore plus complexe. Et on avait une des questions du sondage que nous avions effectué qui montrait que
on ne comprenait rien à la position de LR. Comment expliquer, comme l'ont fait Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, que c'est, je cite avec des guillemets, un mauvais budget et même, horreur absolue, un budget socialiste, entre guillemets, et dire dans le même mouvement, mais bon, nous allons le voter. Oui. De ce point de vue-là, la posture de David Lisnard est parue aux électeurs LR plus cohérente, consistant à dire, si c'est un mauvais budget, il ne faut pas le voter. Et donc, ce type de situation met LR et ses principaux dirigeants dans une position très instable du point de vue de l'opinion. Michael. Oui, et sur la cohérence, évidemment, le bas blesse, et ça rajoute à un autre enjeu, effectivement, de ces élections municipales qui sont adossées à l'élection présidentielle qui arrive. On ne l'a pas vu depuis 2001. Le couplet, c'était 2001 municipal, 2002 élection présidentielle, 21 avril 2002. On sait ce qui s'est passé. La gauche du gouvernement éliminée dès le premier tour. Donc c'est dire si il y aura, bien sûr, c'est une addition, on l'a dit, d'enjeux locaux, mais cette fois-ci, il y a quand même la matrice de la présidentielle qui va se dessiner lors du scrutin municipal. Avec donc cette question qui va évidemment nous occuper un bon moment pendant notre débat de l'union des droites. On a lu tout à l'heure la réaction d'Éric. Ont-ils le choix en parlant des LR? Là, Jean-Marc qui nous écrit de Brioude qui nous dit est-ce que cette obsession de l'union ne montre pas surtout l'incapacité des LR à revenir sur le devant de la scène? On va en partie répondre à votre question. Ça va se poser évidemment dans plusieurs villes. Il y a l'exemple de Marseille dont vous avez parlé tout à l'heure. On va écouter la candidate LR Martine Vassal. Alors c'est une de ses vidéos de campagne, une petite musique de fond, vous allez voir. Elle est sur les thèmes sécuritaires. On ne se sent plus en sécurité dans la ville et c'est plus un sentiment, maintenant ça devient une réalité, que ce soit de la petite, la moyenne, la grande délinquance. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment changer les choses, il faut avoir ce chose d'autorité. Alors dans les propositions, c'est d'abord de remettre un niveau de nombre de policiers municipaux en place, c'est-à-dire du niveau de Nice, du niveau de Cannes, donc il en faut au moins 1500 pour qu'il y en ait dans aussi tous les quartiers et pas que dans le centre-ville. Faire de la vidéo-verbalisation et puis également pour lutter contre les incivilités qui embête un peu aussi tout le monde, une BAC municipale qui pourra régler justement ces problèmes aussi de petits points de deal ou alors de petits débordements. Martine Vassal qui n'avait pas écarté l'hypothèse d'une union des droites entre les deux tours. On verra à ce moment-là, voilà ce qu'elle avait dit exactement avant de rétro-pédaler. Claire Conruit, c'était quoi? Une erreur stratégique, une erreur politique? Comment vous analysez cette difficile finalement situation de Martine Vassal à Marseille? Ça dépend de quel camp vous écoutez. Je note d'ailleurs que LR, comme parti, était resté sensiblement distant de cette affaire, n'avait pas beaucoup cherché à clarifier les propos de Martine Vassal. En coulisses, on a certains échos du côté du camp nationaliste, RN, UDR, le parti d'Éric Ciotti, qui ont leurs petites antennes au sein de cette droite du Sud et qui croyaient savoir qu'en effet, il fallait comprendre cette prise de parole de Mme Vassal comme étant une porte qu'elle ne fermerait pas. Et évidemment, ça pose, étant donné, comme vous l'avez dit, que ces municipales sont adossées à la présidentielle, qu'il y a sans doute une forme, peut-être on le verra, de frustration de certains électeurs qui n'ont pas pu voter correctement aux dernières législatives. On va voir, au moment des municipales et jusqu'en 2027, de quel côté LR va pencher au sein d'une recomposition politique avec une tectonique des plaques qui est extrêmement mouvante. C'est-à-dire, est-ce que LR va regarder sur la droite de sa droite ou est-ce que LR va finalement retourner dans un vieux modèle, celui de la droite et du centre? Au vu de ce qui s'est passé en termes de candidature municipale, j'aurais tendance à dire qu'a priori, on va vers une recomposition de la droite qui travaillera avec le centre. Marseille dirigée par un maire Rassemblement National, Gaël Slimane, ça fait partie des hypothèses crédibles à l'instant T? Oui, tout est possible. Aujourd'hui, quand vous regardez les sondages, on a de moins en moins qui paraissent parce que la presse a de moins en moins les moyens de commander ce type d'études. Et quand on voit les sondages qui paraissent sur les principales villes, je rejoins ce que disait Claire, c'est une grande incertitude, une dépossibilité, une grande incertitude sur l'issue.
Et effectivement, c'est pas nécessairement Martine Vassal, dans ce que l'on peut observer aujourd'hui, qui serait la mieux placée, en tout cas, pour se positionner. Par rapport à votre question aussi que vous aviez posée tout à l'heure à Jean Garrigue, je pense qu'il y a un élément important, c'est comment interpréter qui est le juge de paix pour dire que des municipales sont gagnées ou perdues. Jean rappelait, à juste titre, des niveaux statistiques, objectifs, réels, sur les villes de plus de 30 000. Si on se fonde sur cela, le benchmark, si vous voulez, étant déjà très élevé pour LR, ça va être compliqué de faire mieux et probable de faire moins bien. Et à l'inverse, le RN part de bas. Et à l'inverse, le RN part de bas. Donc le sentiment médiatique, le sentiment de l'écosystème de victoire de LR ou victoire du RN ou d'un autre parti, ça va être plus compliqué pour LR que pour le RN. Et puis il y a un autre élément qui est important, qui est la symbolique. On parle de Paris-Lyon-Marseille. Vous l'avez dit, Claire, ça va être compliqué de revendiquer une victoire si Aulas l'emporte à Lyon d'un LR chimiquement pur. Pour la plupart des grandes villes symboliques, ça va être compliqué aussi d'aller expliquer, y compris pour Dati à Paris, pour les mêmes raisons, d'une certaine manière, que ce serait une victoire de LR. Donc il n'y aura pas ce qui s'est passé en 2001. En 2001, énorme vague négative, tsunami négatif pour le PS, pour la gauche au pouvoir, une rouste monumentale, interprétée médiatiquement comme une grande victoire de la gauche, qui n'aura pas porté chance un an plus tard, mais en tout cas comme une grande victoire de la gauche, parce que dans les 3 grandes villes, la gauche avait fait de bons scores, et parce que symboliquement, en plus, Bertrand Delanoë avait été élu à Paris. En fait, ces municipales s'annoncent comme un piège aussi pour LR, parce que ce qui va se passer lorsqu'ici ou là, il y aura eu des alliances avec Reconquête, ou que le RN aura fermé les yeux et aura permis à un maire LR d'être élu dans une quelconque ville de province, ça mettra gravement en porte-à-faux la ligne directrice du parti. Donc moi, je vois plutôt ça comme un piège pour LR, quel que soit le résultat, que comme un avantage possible. Avec effectivement cette question, Michael, on peut même se dire, est-ce que l'enjeu de cette campagne, c'est pas tout simplement pour LR la survie du parti ? Le vrai danger pour les Républicains, ce n'est pas tant de perdre une élection, mais d'être totalement remplacé par le Rassemblement national qui occupe, comme on le sait, désormais, on le voit, l'espace idéologique, électoral, émotionnel que la droite pouvait récupérer pendant un temps. La cote d'alerte est bien entamée. Mais figurez-vous que sur le terrain, dans les bistrots, quand on parle avec les gens, on est dans les circonscriptions, ils disent quelque chose d'aussi lapidaire au fond, lucide. Ils disent, mais enfin, le RN d'aujourd'hui, c'est le RPR d'avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde ne dit pas ça, mais la droite, elle a dirigé le pays pendant de longues années. Elle reste, on l'a dit, localement forte, implantée. C'est vrai, c'est tout le paradoxe. Les idées de droite sont majoritaires, mais le parti qui les porte se réduit comme un pot de chagrin, est en grande difficulté. À force de reprendre les thèmes du RN sans en assumer une radicalité, eh bien LR a validé ce discours et permis à l'original de se renforcer. Le fameux adage de l'original que l'on préfère à la copie, eh bien oui, il est toujours actif. Si les LR ne choisissent pas clairement ce qu'ils veulent être, eh bien ils ne disparaîtront pas brutalement, ils vont s'effacer régulièrement. Et alors à tout ce processus, bien sûr, il manquait un coup de pouce symbolique. Nicolas Sarkozy l'a apporté. En recevant Jordan Bardella, Sébastien Chenu, en expliquant dans la presse que Marine Le Pen et son parti sont désormais dans l'arc républicain et qu'il ne faut plus faire de front contre eux, l'ancien président, issu du chiracisme qui avait construit la digue face au FN, donne le signal. Il a toujours pensé, Nicolas Sarkozy, qu'il fallait être proche d'une manière ou d'une autre du courant majoritaire. Et puis, il a aussi gardé une dent contre sa famille politique, les LR, qui l'ont tout simplement licencié lors de la primaire en 2016. Nicolas Sarkozy aime le changement. Chaban, Chirac, Balladur, Macron, et maintenant Bardella et Le Pen. Bon, comme disait Edgar Faure à l'époque, ils s'y connaissaient en volte-face. Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Merci beaucoup, Mickaël. On reviendra sur le rôle, l'influence de Nicolas Sarkozy, parce que je trouve que ça mérite un chapitre. Mais sur cette question de l'union des droites, Jean Garrigue, quel risque pour LR, en fait ? C'est ça ce que pointe Mickaël Darmon à l'instant. Le risque est énorme. Le risque est un... Il y a plusieurs risques. Je veux dire que dans ce qui va se passer dans ces élections municipales, de facto, il y aura, à mon sens, au second tour, des alliances d'union des droites. Que ça soit entre LR et sans doute le Rassemblement national, et avec Reconquête, avec lesquels, d'ailleurs, à mon sens, il y a beaucoup plus d'accointances, de possibilités d'alliances. Regardez ce qui va se passer à Paris, tout simplement. Sarah Knafo peut être le faiseur de roi. On fera un zoom sur la situation à Paris dans un instant. On parlera peut-être tout à l'heure. Donc, dans cette conjoncture des élections municipales, il peut y avoir des alliances nécessaires. En revanche, si les LR ne veulent pas disparaître,
à mon sens, il faut qu'à l'élection présidentielle, ils aient un candidat, au moins un candidat. Alors, est-ce qu'ils y arriveront? Est-ce que Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et peut-être d'autres, David Lisnard, accepteront une sorte de primaire interne? Bon, je ne sais pas comment ça peut se passer pour eux, mais il faut qu'ils aient un candidat. Et un candidat qui se distingue précisément des autres droites, qui n'aille pas dans l'idée de l'union des droites. Moi, je vois une union des droites qui porterait d'autres composantes, et par exemple, je le répète, Reconquête. Et on voit bien d'ailleurs que du côté... Pourquoi? Parce qu'il y a plus de proximité programmatique, si j'ose dire. Proximité programmatique, et j'allais dire socio-électorale. Gaël pourrait nous le dire, mais je veux dire qu'on a un électorat conservateur, plus bourgeois, plus sensible à des questions notamment de société, questions éthiques, etc., plus libéral que celui du Rassemblement national. Certains disent que le programme du Rassemblement national est un programme socialiste du côté des Républicains. Donc on a plus de possibilités d'alliance de ce côté-là. Oui. Donc je veux dire que là, les LR, si vous voulez, ils sont pris entre deux stratégies différentes. La stratégie de revenir, comme le disait Claire tout à l'heure, à l'union avec les centristes, qui est tout à fait possible. Pourquoi pas avec Édouard Philippe, en tout cas une partie des LR, et d'ailleurs ils viennent de le faire, ou alors d'aller vers cette union des droites, mais cette union des droites peut être catastrophique pour eux. Oui. Alors il y a une double question, Claire Conrit, qui est à la fois le fait qu'on peut peut-être imaginer qu'il n'y aura pas de consigne nationale concernant cette union des droites, que ça va peut-être se jouer au cas par cas, et puis ensuite sur les divisions internes, sur cette stratégie. Alors, donc sur le premier point, LR, et c'est pas les seuls, ont évité à tout prix de nationaliser ce scrutin en répétant, en martelant qu'il n'y aura pas d'accord entre les partis. Donc vraisemblablement, s'il y a des accords, on va un peu fermer les yeux et laisser tout ce beau monde localement s'organiser et ne pas trop commenter. Sur le deuxième point, donc division interne sur l'union des droites. Sur l'union des droites. Je rappelle le petit trauma ciotiste chez LR, qui ressemblait davantage à un putsch qu'une décision prise lors d'un bureau politique avec tout le monde. Il y en a, pour l'instant chez LR, on se borne à dire nous on veut l'union des électeurs de droite. Je pense que le franchissement du Rubicon, pour tout un tas de raisons, soit pour certains idéologiquement c'est impossible, je pense à des Xavier Bertrand, je pense à des Valérie Pécresse, je pense que pour des raisons sociologiques, presque culturelles, c'est aussi impossible. Peut-être un Bruno Retailleau, par exemple, qui en effet aurait davantage d'acquaintance socio-culturelle avec un électorat à profil Reconquête. Et ensuite, il y a Laurent Wauquiez, qui est dans un entre-deux, dans une recherche qui commence à dire que la droite ne pourra pas partir dispersée d'ici à 2027, sans dire exactement ce que c'est que la droite. Donc il y a des divisions, mais parce que en fait il y a des incertitudes sur la ligne à tenir pour survivre, et ces tendances chez LR sont particulièrement visible parce que c'est un parti très affaibli qui en réalité aujourd'hui ne peut pas se permettre d'avoir autant de lignes qui cohabitent. Et ça se ressent d'ailleurs dans notre baromètre, Gaël, puisque vous avez posé la question, il y a un certain nombre de qualificatifs sur l'image de LR. Voilà, sur l'image de LR, des Républicains. Dites-vous qu'il s'applique plutôt bien au parti des Républicains. Le premier, c'est est-ce qu'il représente bien la droite ? Alors sur chacun des items, on en a une demi-douzaine qu'on teste depuis 8 ans, donc on voit l'évolution. Sur chacun des items, on a une majorité de Français qui répondent négativement. Donc, est-ce que LR représente bien la droite ? Aujourd'hui, une majorité de Français, 55%, disent que non. Est-ce que c'est un parti, c'est cruel, utile à la vie politique ? On a presque les 2/3 des Français qui disent non, c'est pas un parti utile à la vie politique, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces deux premiers qualificatifs, les Français étaient une majorité, ou au moins 1 sur 2, il y a 7-8 ans, à répondre positivement. Donc il y a une dégradation de l'image de LR qui est nette. Et ensuite, vous avez qu'il y a des convictions profondes, qui pourra revenir au pouvoir lors de prochaines élections. C'est un parti d'avenir, c'est un parti uni. Tout le monde répond très majoritairement négativement. Chose délicate pour LR, ils ont de moins en moins de sympathisants dans nos enquêtes, quand on demande aux gens de quel parti ils se sentent proches. Et le noyau dur des sympathisants LR que nous avons interrogés, ils sont quand même 4 sur 10 à nous dire que leur parti
ne gagnera pas les deux prochaines élections et que par ailleurs, leur parti n'est pas un parti d'avenir. Donc on retombe bien sur ce qu'on décrit là les uns et les autres, c'est-à-dire cette difficulté. C'est en fait Emmanuel Macron qui a fait le baiser de la mort avec la gauche d'abord en 2017 et qui a fait s'effondrer le Parti socialiste qui venait de quitter le pouvoir et puis qui a fait de même depuis ces dernières années avec LR et qui a créé cette situation où LR est en fait entre le marteau et l'enclume, le marteau du bloc central et l'enclume du RN ou de Reconquête. Je rejoins juste ce que disait Jean Garrigue sur ce qu'on enregistre dans les enquêtes en termes de posture politique, sur la proximité potentiellement plus forte qu'il peut y avoir entre les électeurs LR et ceux de Reconquête, et les partis d'ailleurs, que sur le RN, qui est sur une ligne effectivement plus protectrice, moins entre guillemets pro-business, moins libérale, sur le Rassemblement national. Je disais que l'union des droites, c'était un choix par défaut pour pas mal d'électeurs LR, là, je pense aux sympathisants LR. Et d'ailleurs, quand on serait pas ravis de le faire, mais s'il n'y a pas d'autre choix, on y voilà. va. Alors c'est une des questions qu'on a posées dans un de nos sondages hebdomadaires avec le Figaro, où effectivement, quand on teste l'union des droites de manière récurrente, les électeurs sont perdus parce qu'ils préféreraient que leur parti n'ait pas besoin de s'unir avec qui que ce soit. Voilà. Et quand on leur demande est-ce que vous êtes favorable à une union avec l'extrême droite, en l'occurrence, on a aujourd'hui un peu plus d'un électeur ou de sympathisant sur deux qui est favorable, mais en même temps, ils sont aussi favorables, pour une proportion comparable d'un peu plus d'un sur deux, à une union avec le centre. Et on ne peut pas faire les deux. Donc il faudra bien choisir. Et cette situation inextricable dans laquelle est LR, eh bien, ce qu'on enregistre aujourd'hui dans les enquêtes, on parlera peut-être de la popularité de ses principaux dirigeants, mais je suis quand même frappé de voir qu'en l'espace de 6 mois, un Bruno Retailleau, depuis juin dernier, est passé de la 3e personnalité préférée sur notre palmarès politique au tréfonds du classement aujourd'hui, et que même dans le classement des sympathisants de la droite et du centre, il était dans les premiers et il est aujourd'hui nettement moins bien classé. Oui, avec on parlait de Bruno Retailleau, vous venez de l'évoquer à l'instant, ça donne lieu, alors là on est dans l'actu de ce mardi, à une passe d'armes, puisqu'il y a les chiffres des titres de séjour accordés en 2025 qui sont sortis et qui offrent au RN un angle d'attaque contre Bruno Retailleau. Je vais citer le communiqué sur le réseau social X, 384 000 titres de séjour accordés en 2025 en France, record absolu atteint sous Bruno Retailleau et la Macronie. Alors c'est on a vu la capacité de partis politiques qui s'étaient tirés dans les pattes pendant des campagnes électorales à s'unir juste après. Suivez mon regard à gauche. Mais là, voilà, c'est vrai que Bruno Retailleau avec le Rassemblement national, c'est à couteau tiré depuis un certain temps. Oui, mais ce qui est stupéfiant, c'est de voir aussi comment Bruno Retailleau a sabordé complètement le capital politique qu'il avait su se créer en étant un ministre de l'Intérieur à poigne dans le gouvernement de la Macronie, comme on dit. Donc ça, c'est assez stupéfiant. Et ça a complètement dérouté les électeurs, parce que voilà, Bruno Retailleau, qui était l'ami des macronistes et qui devient leur pire ennemi, parce que évidemment, il faut aller sur le terrain du Rassemblement national, ne pas laisser le pompon de l'ennemi, de l'adversaire de challenger au Rassemblement national, et là il redevient donc très très pugnace, il redevient pugnace contre le Rassemblement national, donc c'est compliqué d'y comprendre quelque chose, et je répète que de toute façon ce concept d'union des droites, aujourd'hui en l'état actuel des choses, si on regarde ce que sont les programmes des uns et des autres, me paraît absolument impossible. Ça n'est pas négociable, en tout cas entre le Rassemblement national et les Républicains. Alors, il y a effectivement cette question, choisir entre les deux tours, entre s'allier avec un Rassemblement national ou éventuellement un horizon. Voilà, ça va être le choix va se poser pour pas mal de candidats LR qui seront en situation de se maintenir. On parlait de Bruno Retailleau, on va regarder le palmarès de l'adhésion avec, comme chaque mois, le binôme Rassemblement national en tête, Jordan Bardella, Marine Le Pen, Édouard Philippe en 3, Gabriel Attal en 4, Sébastien Lecornu qui baisse un peu mais qui est en 5e position. Bruno Retailleau, c'est le premier LR, mais il a beaucoup baissé. Il est 7e aujourd'hui avec 24% de code d'adhésion, c'est-à-dire de gens qui disent éprouver de la sympathie ou du soutien à son égard. Il est 7e, il a perdu 9 points en 6 mois. Je vous donnais les chiffres de juin dernier. En juin dernier, il était sur le podium, il était 3e ex aequo. Il était tout proche des principaux et il était sur une montée, sur une progression assez impressionnante. En plus, on teste sur notre crible l'adhésion mais aussi le rejet. Et donc il baisse en adhésion, il monte en rejet, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a presque 2 fois plus de gens qui éprouvent du rejet à son égard que de l'adhésion,
alors qu'ils étaient à peu près aussi nombreux à éprouver l'un ou l'autre il y a 6 mois. Donc il y a vraiment une nette dégradation. Mais vous avez raison, Thomas, au royaume des aveugles, en l'occurrence, il a beau n'être que 7e, c'est tellement mieux que Laurent Wauquiez, par exemple, qui, lui, est à des niveaux, enfin, il faut prendre une loupe pour aller le voir, il s'est complètement effondré dans le classement, avec des niveaux de rejet très élevés, avec des niveaux d'adhésion très très faibles. Il nous reste une dizaine de minutes, on parle de Paris, de Rachida Dati dans un instant. Michael. Non, juste pour rajouter, effectivement, rapidement, quand on a toutes ces données politologiques et qu'on imagine qu'ils n'ont pas encore désigné de candidat. Ça veut dire qu'il faut s'imaginer la turbulence qui va arriver immédiatement après les élections municipales, dans une accélération de particules alors totalement hystérisante, parce qu'il va falloir à ce moment-là se mettre d'accord chez LR sur qui est candidat, comment la décision n'est même pas prise, comment la méthode n'est même pas encore actée. Donc quand on a ces données et qu'on voit cet enjeu et cette incapacité pour l'instant à se définir, même dans une méthode, on pense qu'ils ont encore de beaux jours difficiles. Alors, comme promis, zoom sur la ville de Paris tout de suite avec Quentin Calmet. Rebonsoir Quentin. Bonsoir. On va donc s'intéresser à l'une des personnalités hilaires qui va marquer et qui marque le scrutin, Rachida Dati, partie très tôt en campagne. Oui, tout à fait. Déjà 2 ans qu'elle est candidate, effectivement. Janvier 2024, Rachida Dati fait alors son retour au gouvernement. Elle devient ministre de la Culture de Gabriel Attal. Souvenez-vous, donc c'est l'article de l'époque. Mais à peine nommée rue de Valois, elle parle déjà de conquérir Paris. Mon objectif, c'est Paris. Moi, j'ai une volonté, c'est de rassembler tous ceux qui ne veulent que ça change à Paris. Je suis déterminée, c'est ce qu'elle dit alors sur RTL. On est le 17 janvier 2024. Et alors, donc 2 ans plus tard, quel constat, quel bilan dans les sondages? On va avoir un sondage, elle est au coude à coude avec le candidat de la gauche hors LFI, Emmanuel Grégoire, et le scrutin est marqué par un fort suspense. Au premier tour, Rachida Dati est créditée de 28% d'intention de vote, quand Emmanuel Grégoire est à 32%. Et le match est très ouvert au second tour, où les 2 principaux candidats sont à 50-50 si aucun des autres prétendants ne se maintient. Alors que feront ces autres candidats? Car à partir de 10%, on le rappelle, ils peuvent être présents au second tour. Pierre-Yves Bournazel, le candidat Horizon et Renaissance, crédité à 14% d'intention de vote au premier tour. Pour l'heure, hors de question pour lui de fusionner leur liste. Rachida Dati a même dit la semaine dernière qu'il incarne physiquement la droite la plus bête du monde. Sarah Knafo est à 9%. Et là encore, Dati refuse toute alliance avec elle, assurant ne pas être dans les accords d'appareil. Et en fonction, Thomas, des triangulaires, des quadrangulaires possibles, le résultat ne sera pas le même le soir du 22 mars. On peut imaginer que ce sondage pour le confrère du Parisien, d'Elsie et Le Figaro a créer une forme de fébrilité, on va dire ça, dans le camp de Rachida Dati? Oui, c'est vrai. La candidate a commencé pourtant sur les chapeaux de roue avec des vidéos qui ont fait le buzz, comme cette vidéo sur les éboueurs, avec les éboueurs de la ville de Paris. On voit la candidate comme ça essayer de casser son image d'élu des beaux quartiers, en faisant aussi de la propreté, un thème important de la campagne. Et une vidéo qui a été vue, je crois, plus de 6 millions de fois sur Twitter à lui tout seul. Problème, Sarah Knafo, la candidate pour le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour, elle est également très habile médiatiquement. Elle réalise elle aussi des vidéos qui reprennent les codes de campagne, d'ailleurs de la campagne victorieuse de Zoran Mamdani, élu maire de New York à l'automne dernier. C'est la même typo par exemple sur ces vidéos qui fonctionnent très très bien aussi sur les réseaux sociaux. Sarah Knafo qui a même fait une proposition qui fragilise le camp Dati, la réouverture des quais bars dans les quais de Seine, la réouverture aux voitures, vous voyez en dessous. Elle a fait faire une animation de ce que cela donnerait. Cela déstabilise forcément la droite parisienne classique qui semblait avoir lâché la perspective de voir revenir la voiture à cet emplacement symbolique. Et comment Rachida Dati cherche en ce moment là à rebondir? Eh bien, elle fait une campagne très médiatique. Encore hier, elle était invitée sur BFM TV de 2h30 d'émission. L'occasion pour elle de se montrer proche des personnes venues l'interroger. Écoutez un court extrait de l'émission d'hier. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Et donc, moi, j'aime les gens. Je suis toujours en proximité. C'est pour ça que quand on m'a proposé de venir débattre avec des citoyens, j'ai dit oui. Voilà, Rachida Dati qui pour l'heure privilégie ces grandes émissions pour faire campagne. La candidate aussi qui refuse de débattre avec ses concurrents avant le premier tour. Elle a expliqué vouloir mettre tout son temps utile et son énergie à parler avec les Parisiens. Mais donc c'est un signe de fébrilité supplémentaire selon ses concurrents. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces informations. Claire Conruit, alors de la fébrilité il y en a certainement dans tous les camps. Est-ce qu'il y en a particulièrement chez Rachida Dati après notamment ce sondage que vous avez publié? C'est-à-dire
dire qu'on ne s'attendait pas forcément à cette campagne. Au début, la campagne de Rachida Dati, c'était quand même une campagne, somme toute, assez classique, contre la gauche, contre le bilan de la gauche, à la tête de Paris depuis 25 ans, etc. Et là, il y a eu en face une Sarah Knafo, donc la candidate de Reconquête, qui a d'ailleurs bien pris son temps avant de déclarer sa candidature, entretenant le flou autour de son lancement, qui devient un vrai petit caillou dans la chaussure de Rachida Dati pour des raisons... comment dire, électoralement, elle peut lui grappiller des voix parce que... Oui, et puis là, on l'a vu avec le sondage, elle n'est pas loin de la barre des 10%, exactement. Donc elle pourrait se maintenir. Et par-dessus tout, elle commence déjà à dire, Sarah Knafo, je peux travailler avec Rachida Dati. Et elle a répondu chez BFM que c'était hors de question, qu'elle savait d'où elle venait, parce que Rachida Dati reste... Rachida Dati, c'est-à-dire elle est rentrée en campagne avec une véritable personnalisation de la campagne. C'est pas la campagne pour Paris, c'est la campagne de Rachida Dati à Paris. Et Sarah Knafo devient ce petit caillou de la chaussure qui fait boiter les datistes et qui essaye de ne pas trébucher d'ici au scrutin. Alors, vous avez aussi testé, comme toujours, le rejet, le palmarès du rejet dans ce baromètre. On y trouve Jean-Luc Mélenchon qui reste de loin numéro 1, avec un niveau qui reste 69%. Fort à 69%. Anne Hidalgo, c'est la première fois que vous la testiez. On l'avait déjà testé à d'autres moments, mais pas à la fois retour. Et le grand retour d'Anne Hidalgo, tout en haut du palmarès du rejet. Et chose amusante, donc il y a Emmanuel Macron qui est très bien placé en rejet. Et chose amusante quand même, on a les deux sœurs ennemies à la mairie de Paris, celle qui veut ravir la place d'Anne Hidalgo, est une personnalité. Ça étonne souvent les journalistes. Mais quand elle était rentrée au gouvernement, ça nous avait surpris, nous autres sondeurs, parce qu'on sait que c'est une personnalité qui suscite beaucoup plus de rejet que d'adhésion. En cote d'adhésion, elle est à 16, en cote de rejet, et sinon vous avez 53 ou 54% des Français qui disent le premier sentiment que j'éprouve à son égard, c'est du rejet. Mais là, c'est tous les Français. Est-ce que c'est vrai aussi à Paris? Est-ce que c'est à peu près les mêmes proportions? Chose intéressante, quand on regarde dans les sondages actuels, ou ceux que nous avons fait notamment à Odoxa au moment à d'autres périodes à Paris, on voit que Rachida Dati est une personnalité, alors on dit quand on veut euphémiser, clivante. Traduisez quand on dit ça qu'en réalité c'est une personnalité qui suscite beaucoup d'hostilité, comme Anne Hidalgo et contrairement à Emmanuel Grégoire. Emmanuel Grégoire, dans notre classement, il est tout en bas parce que personne ne le connaît. Et quand vous testez à Paris, vous avez beaucoup de Parisiens qui seront peut-être ses futurs électeurs, qui n'ont quasiment jamais entendu parler de son nom. Donc c'est une drôle de campagne quand même, parce que compte tenu des bilans perçus d'Anne Hidalgo, vous avez des électeurs qui massivement voudraient voter pour un candidat de centre droit. L'étiquette aujourd'hui de Rachida Dati. Normalement, si vous vous présentez à Paris, que vous vous appelez Jean-Pierre Durand et que vous avez cette étiquette, vous êtes très bien parti pour être dans de bien meilleures positions dans les sondages. Le problème, c'est que c'est Rachida Dati qui est une personnalité extrêmement identifiée et extrêmement urticante. Donc c'est ça qui génère ce climat de totale incertitude sur l'issue du scrutin. On a évoqué Nicolas Sarkozy, il nous reste 2-3 minutes, on va terminer sur son influence ou pas d'ailleurs, Jean Garrigue. Est-ce que pour les LR, c'est quoi? C'est un grand-oncle embarrassant ou alors c'est un stratège encore écouté? Moi, je pense que c'est plutôt le grand-oncle. Je rejoins un peu ce que disait Mickaël tout à l'heure sur ce qui se passe, d'abord sur sa popularité réelle, etc. 65% des Français ne veulent plus qu'il joue un rôle dans la vie politique française. Et puis, cette idée d'union des droites, c'est un peu un piège. C'est un piège. Parce que, je le répète, on ne voit pas comment pourrait se réaliser l'union avec le Rassemblement national. Et si elle se réalise, une union, elle se réalise toujours au profit de celui qui est le plus puissant. Donc, ce serait forcément un très mauvais calcul pour les LR. Donc franchement, le sarkozysme aujourd'hui, la stratégie sarkozyste, elle est plutôt, à mon sens, embarrassante pour sa famille. On voit pourquoi il le fait d'ailleurs, justement. C'est pour revenir au centre du jeu, essayer d'être le maître des horloges. Mais très franchement, pour l'instant, pour l'heure, ça n'est pas quelque chose, à mon sens, qui réjouit les Républicains. On va voir aussi à Paris ce que ça va donner, parce que on voit très bien que
Sarah Knafo et Bournazel, l'un et l'autre, peuvent être les faiseurs de roi de Rachida Dati. Et de l'autre côté... C'est ce que je disais tout à l'heure, elle va peut-être être en situation de choisir son alliance. De choisir son alliance. Et de l'autre côté, Sofia Chikirou peut aussi embêter beaucoup Emmanuel Grégoire. Donc on a cette sorte de jeu de miroir là, à Paris, qui est très intéressante parce qu'au fond, elle annonce aussi beaucoup de choses qui vont se produire pour l'élection présidentielle. Et évidemment, on vous proposera des soirées spéciales sur notre antenne avec nos confrères de LCP à l'Assemblée nationale et le 15 et le 22 mars. C'est peut-être Paris, on va terminer sur Paris, l'élection la plus incertaine aujourd'hui dans les grandes villes, hein, Claire Conruit. Oui, absolument. Et c'est surtout, je vais peut-être apparaître comme étant très parisienne, mais en tout cas, je le soupçonne quand même, c'est la ville sur laquelle tous les regards vont être rivés et qui, à mon avis, va donner quand même un petit peu le là pour le grand scrutin à venir et comment tout le monde va s'allier ou non d'ici à 2027. Vous disiez qu'il n'y avait peut-être pas forcément suffisamment d'argent pour se payer des sondages, Gaël Slimane, sauf à Paris. Oui, à Paris. À Paris, c'est plus facile parce qu'on peut faire des sondages online qui sont moins coûteux et qui sont encore plus précis que ceux qui sont faits aujourd'hui par téléphone. Donc, mais à Paris, ne vous inquiétez pas, on en fera. Et ailleurs, pourquoi c'est plus compliqué? Parce qu'ailleurs, les bassins de population, au-delà des trois grandes villes, des trois principales métropoles, les bassins de population sont trop étroits pour pouvoir fonctionner en online ou en online pur. Donc, il faut encore utiliser des enquêteurs par téléphone avec de moins en moins de gens qui, peut-être comme vous ici, acceptent de répondre à des enquêtes téléphoniques qui se sont mis sur des blocs-tel et donc qui ne vous prennent plus. Bref, ça complique les choses et ça renchérit le coût des sondages. Et ben voilà, on termine avec une information coulisses et cuisine, parce que c'est important, ça joue un rôle évidemment majeur dans nos démocraties et dans nos processus électoraux. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Jean Garrigue, Les avocats de la République, c'est votre livre aux éditions Odile Jacob, et Claire Conruit, on vous lit évidemment dans les colonnes et sur le site du Figaro. À très bientôt sur l'antenne de Public Sénat. Je vous dis à demain pour un nouveau Sens Public, 18h, 22h. Il y a aussi la diffusion de 6h du matin. Merci aux fidèles. J'en ai croisé récemment qui disent « Ah, mais moi, je vous regarde le matin très tôt. » Donc, merci à celles et ceux qui sont là. Des Potrons-Minets sur Public Sénat. Nos débats, ils sont sur la plateforme publicsénat.fr. En podcast, ça marche aussi. Et puis demain, tiens, c'est un rendez-vous exceptionnel dans la matinale. Oriane Manciné organise un débat, 4 maires qui vont débattre des principaux enjeux de ces municipales. Sécurité, logement, budget et puis aussi le moral des élus, leur moral. Belle soirée.